سقطت من العار وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف. Des mots de minuit, bonsoir, bienvenue, vous êtes chez vous. Ce soir, je vous propose de parler d'engagement avec Stéphane Hessel, parler de ce que vous êtes, de votre engagement ininterrompu depuis toutes ces années. Vous avez été diplomate et aujourd'hui, vous dites que la poésie est votre principe de vie. On y reviendra dans un moment. Michel Vinaver, vous êtes, vous, un homme de théâtre à l'affiche Iphigénie Hôtel et 11 septembre 2001, le théâtre tel que vous le concevez, pour la première partie de cette émission. Deuxième partie de cette émission, avec Frédéric Desbordes, on parlera de la fête à Voltaire qui a lieu à Ferney, la ville de Voltaire, depuis 2003. Une fête qui draine des milliers au départ et aujourd'hui des dizaines peut-être de milliers de personnes. On parlera également avec Gérard Genette de Bardadrac. C'est un abécédaire tout à fait singulier. Il s'agit en fait d'une autobiographie vagabonde. Gérard Genette, qui, avec Mine du magazine littéraire, nous livrera quelques regards singuliers sur sa vie qui a été la sienne. Moments musicaux, bien sûr, dans cette émission avec Demi Evans et Coq Robin. On commence avec vous, Stéphane Hessel, et avec quelques premières phrases de votre livre. Vous dites ceci. Ainsi, le désir est né en moi, à la fois brusque et impérieux, comme tout vrai désir, mais ensuite hésitant et intimidé, de communiquer à d'improbables lecteurs ma longue expérience de l'émotion poétique et aussi la sorte de liberté que cette émotion distille lorsque l'on atteint le seuil de la mort. Car au goût de la poésie s'est associé en moi celui de la mort, comme de l'expérience suprême de la vie, non pour la fuir, mais pour l'accomplir, de même que l'on va sans angoisse, mais au contraire avec gratitude, jusqu'au terme d'une œuvre où figure comme dernier mot le mot « fin ». Quel âge avez-vous, Stéphane Hessel ? Je vais avoir 89 ans. J'ai dépassé le 88e anniversaire il y a plusieurs mois déjà, ce qui veut dire qu'à mettre les choses au mieux, j'en ai encore pour quelques années, mais pas beaucoup plus. Et je m'en réjouis, car comme je le dis dans cette introduction, je pense que la vie, quand on l'a aimée, et j'ai énormément aimé ma vie. Et surtout, vous avez combattu, vous êtes un militant pur et dur. Hein. J'ai pensé qu'une vie devait s'engager. J'ai appris ça avec Jean-Paul Sartre dans mon adolescence. Il faut s'engager, il faut lutter, il faut résister quand on peut. Et il faut aimer sa résistance et aimer les autres, ceux qui travaillent avec vous. Dans tous vos engagements dont on parlera dans cet entretien, la poésie apparaît peu. Or là, au seuil, alors que le mot mort ou le mot fin, ou les mots morts et le mot fin apparaissent, vous posez la poésie comme, pas seulement comme un plaisir, mais comme un principe de vie. Voilà, c'est ce que j'ai découvert, au fond. Je savais que j'étais très bon à réciter de la poésie, à mémoriser de la poésie. Pas en faire. Hein. Pas en faire, je n'en ai jamais fait. J'ai admiré les poètes et mes trois langues, l'allemand, l'anglais, le français, qui me sont également familières en matière de poésie, j'avais le sentiment que c'était une bonne chose, un plaisir. Et puis j'ai découvert assez brusquement que non seulement cette poésie qui m'avait habité et qui était devenue un patrimoine était une belle chose pour moi, mais que je ne pourrais plus m'en passer et que ce que je voulais communiquer à ceux qui vivraient après moi, mes enfants, mes amis, c'était le désir d'aimer, de connaître la poésie et, si possible, de l'apprendre par cœur. Ô ma mémoire, la poésie, ma nécessité, c'est publié au Seuil. Combien avez-vous sélectionné ou retenu de poésie? Eh bien, le chiffre de 88 s'imposait.
J'ai donc choisi 88 poèmes, 38 en langue française, 24 en allemand, 26 en anglais. Et je me suis dit, avec 88, je prétends les savoir tous par cœur. Attention, parce que si on m'interroge et qu'on me dit « Ah ben, puisque tu sais tout par cœur, alors récite-nous rapidement un petit Coleridge », il ne faudrait pas que je me trompe. Mais je suis relativement sûr de moi, et j'ai donc pensé que 88, c'était un bon chiffre, et que pour que les lecteurs français, les malheureux, qui ne parlent ni l'anglais ni l'allemand, c'est une minorité, je suis sûr. Mais bien pour sûr, que bien sûr. Non, mais allez-y, allez-y. Vous avez de l'humour. Malheureuse, vous on avez a traduit mis les traductions. On a mis les traductions, non pas de moi. Il y en a 3 que j'ai traduits moi-même, mais l'essentiel, ce sont des traductions connues, comme d'ailleurs les poètes que j'ai choisis sont des poètes extrêmement connus. Il n'y a là aucune découverte. De Shakespeare à Edgar Allan Poe. Hein, voilà. Notamment. Alors, vous avez parlé de 3 langues, et vous avez un rapport à la poésie qui est un rapport amusant. Et avec le sens de la séduction qui est le vôtre, vous savez, à table, imposer la poésie, et en tout cas, en faire un moment de détente. Voilà ce que vous dites. Votre approche de la poésie. D'abord lire, puis apprendre, puis s'approprier, puis réciter, et encore se réciter à soi-même, à voix basse, dans un murmure, à voix haute, dans la solitude, puis réciter à d'autres, à un être aimé en guise d'appel, à un groupe amical, à un public attentif ou consentant, à des interlocuteurs étrangers pris par surprise. Ainsi m'est-il souvent arrivé, assis au restaurant, entendant un voisin de table parler allemand ou anglais, de me tourner vers lui pour lui dire dans sa langue « Aimez-vous la poésie ?» et sans attendre sa réponse, lui proposer un court poème de Hölderlin. Si c'est un anglais, un sonnet de Shakespeare, ça ne marche pas toujours, il peut y avoir un recul. Vous êtes acteur ? Non, je suis un vieux diplomate qui aime votre langue. Parfois, il connaît le poème que je récite, mais c'est mieux s'il le découvre. Vrai plaisir. Vous emmerdez le monde comme ça, quand vous êtes au restaurant ? Je suis très impertinent. Et dans les réunions, dans les soirées, alors où il y a beaucoup de monde, j'ai un plaisir fou à dire vers la fin de la soirée, bon maintenant, hein, vous ne voulez pas que je vous récite un petit Baudelaire? Alors là aussi, les gens ont pris l'habitude. Et je dois beaucoup, alors je le dis tout de suite, ce livre n'aurait pas été possible sans Laure Adler. C'est une de celles auxquelles, une des personnes auxquelles j'ai récité un poème avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'intensité. Pour elle, c'était le beau poème d'Apollinaire qui s'appelle La Jolie Rousse. Comme je la considère comme une jolie rousse, j'ai eu l'effet que je voulais, c'est-à-dire qu'elle m'a écouté et qu'elle m'a dit « Ah ben, puisque vous aimez bien la poésie, pourquoi ne pas écrire ?» Donc Laure Adler est rousse. Oui. Enfin, elle est rousse quand elle veut être rousse. Ouais. Les femmes ont ce merveilleuse capacité de choisir leur couleur. Nous sommes un public attentif, réceptif, et aussi, alors la poésie, on voit bien comment ça peut vous nourrir, et ça vous a nourri aussi dans les camps de concentration, puisque et vous expliquez que la poésie, c'est ce moment particulier où on peut triompher de cette adversité-là. S'il y avait un poème, alors je pensais au poème Le Corbeau, par exemple. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques lignes? Volontiers, mais c'est un poème en anglais. Ça ne vous ennuie pas? Non, vous assurerez la traduction. Alors le début est merveilleux. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly I heard a tapping as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door, merely this and nothing more. Et maintenant, Baudelaire a fait la traduction de ce poème en prose. Et je vois que vous l'avez sous les yeux, alors à vous. Une fois sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur main précieux et curieux volume d'une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain il se fit un tapotement, comme de quelques frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. C'est quelques visiteurs, murmurai-je, qui frappent à la porte de ma chambre, ce n'est que cela et rien de plus. Et je me suis planté, puisque c'est comme de quelqu'un
frappant doucement. Oui. Et je me dis que je me suis planté parce que vous insistez dans la manière dont vous présentez la poésie sur la nécessité d'être parfait dans la diction et d'être parfait dans l'organisation ou l'agencement des mots. Sinon, rien n'est plus triste pour quelqu'un qui aime réciter, rien n'est plus honteux que si tout à coup un mot lui manque. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Alors s'il est tout seul, ça va très bien. Un mot lui manque, il dit tiens, il faut que je revienne en arrière. Il reprend la strophe précédente et à ce moment-là, ça enchaîne et on y arrive. Mais s'il récite à quelqu'un, et notamment à quelqu'un qui est dans une société qui lui tient à cœur, alors là, ça devient très grave. Vous voyez les risques que je cours, donc. Mais je les assume. J'essaye aussi, non. Stéphane Hessel, 10 pas dans le nouveau siècle, livre précédent. Vous dites ceci: car de tous les pays où j'ai vécu, de toutes les langues que j'ai apprises, de toutes les cultures auxquelles ma curiosité m'a ouvert, celui-là seul, il s'agit de la France, celle-là seule m'inspire confiance pour élaborer, formuler, proposer aux autres les voies d'accès à un monde plus juste, plus harmonieux, plus humain. Repère biographique de Stéphane Hessel, vous êtes né en 1917. À Berlin. À Berlin. Vous êtes allemand et vous allez choisir de devenir français. Et la question que je notais, est-ce que choisir sa nationalité comme vous le faites, parce que vous suivez des parents qui ont de la culture, est-ce que ça vous donne un regard plus distant, voire plus pertinent sur le pays qui est le vôtre? Je le pense. Je pense qu'à la fois devenir français et choisir de devenir français, même si le choix est naturellement incité par la famille elle-même et par des circonstances de la vie, c'est quand même quelque chose qui vous, d'une certaine façon, vous donne une responsabilité à l'égard de cette culture, de ce pays, de tout ce que ce pays vous apporte, puisque ce n'est pas vous qui l'avez mérité au départ. Il vous l'apporte, vous l'acceptez. Vous en faites votre richesse et je dois dire que c'est la raison pour laquelle je suis très très attaché à ce que cette belle langue française garde sa présence dans le monde. Non pas qu'elle puisse rivaliser avec l'anglais, tout le monde doit parler l'anglais, c'est maintenant une nécessité de communication. Mais à côté de cet anglais, avoir le français comme langue dans laquelle on peut exprimer des choses importantes, des choses subtiles, c'est irremplaçable. Repère biographique, Franz et Hélène Hessel, votre mère a notamment traduit Nabokov, votre père est écrivain. Et traducteur. Et traducteur. Il rencontre Pierre-Henri Rocher, qui fait un roman autobiographique en 1953, qui deviendra Jules et Jim. Oui. Alors vous détestez qu'on dise, mais l'enfant qui est dans Jules et Jim, c'est vous, mais c'est vous quand même. La petite fille de Jules et Jim. Ouais, on me dit volontiers, oui. Ah, vous êtes la petite fille de Jules et Jim. Je ne proteste que mollement, mais quand même, c'est évidemment une aventure extraordinaire et un très beau film. Mais moi, j'avais 3 ans à l'époque et je n'en ai qu'un souvenir très, très flou. En même temps, voici l'ambiance dans laquelle vous vivez avec votre frère et finalement cette certitude que ça vous donne d'être optimiste dans la vie, chanceux, oui, malgré l'adversité. Truffaut, c'est 62, c'est Jules et Jim, extrait. Dans le village au fond de la vallée, le trio était connu sous le nom de Les Trois Fous, mais à part ça, bien vu. Quand elle l'apprit, Catherine inventa un jeu, l'idiot du village. Le village, c'était la table. L'idiot, c'était chacun son tour. Sabine, surtout, déchaînait les fous rires. Catherine avait dit « On n'aime tout à fait qu'un moment », mais pour elle, ce moment revenait toujours. La vie était vraiment des vacances. Jamais Jules et Jim n'avaient manié d'aussi gros dominos. Le temps passait. Le bonheur se raconte mal. Il s'use aussi sans qu'on en perçoive l'usure. Jules et Jim, François Truffaut,
disponible en DVD chez MK2. Quand on a cette vie d'enfant-là, quand on observe cette liberté, quand on a ces certitudes de curiosité et culturelle, on est blindé et tout peut vous arriver après. Oui. Quand on a en particulier une mère extraordinaire, n'est-ce pas? La figure de Kate est très bien rendue par Truffaut. Et ma mère, qui a vu le film, lui a envoyé une lettre de félicitations. Mais ma mère était une femme encore plus intéressante que la Kate de Jules et Jim. C'était une femme qui se sentait une philosophe. C'était une amie et proche de Walter Benjamin, avec lequel elle discutait philosophie. C'est une femme, vous l'avez déjà noté, qui à l'âge de 75 ans a traduit le Lolita de Nabokov, et lorsque son éditeur lui a écrit un mot en disant « J'ai bien reçu votre traduction, mais il me semble nécessaire, étant donné le texte dont il s'agit, de demander à un plus jeune de vérifier un peu votre traduction », elle était furieuse et elle a répondu en disant « Sur ces questions, j'en sais plus que n'importe quel jeune correcteur ». Donc vous voyez, c'est une femme qui a eu une influence énorme sur moi en me poussant d'une mère ambitieuse qui voulait que je réussisse dans la vie, et j'en ai beaucoup profité. Quand on regarde cette facilité qui était la vôtre dans votre enfance, on ne percute pas immédiatement avec ce qui constitue le reste de votre vie. Vous êtes un diplomate permanent de la médiation. Vous êtes aujourd'hui, et vous l'écrivez encore, notamment dans 10 pas dans le nouveau siècle, avec ces 10 amis avec lesquels vous réfléchissez sur la manière, je disais tout à l'heure en annonçant l'émission, de dérégler la tragédie de ce monde de plus en plus égoïste, possédé par quelques-uns et organisé par quelques-uns. Vous avez 89 ans, ou bientôt, oui. 89 ans. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu en partie ce combat de l'altermondialisme? J'ai l'impression d'avoir traversé les 15 dernières années avec beaucoup de soucis et beaucoup de regrets. Nous avons perdu 15 ans, je dis 15, on pourrait dire 10, peu importe. Mais en même temps, quand on a ce grand âge que j'ai et qu'on se souvient qu'il y a eu d'énormes problèmes qui paraissaient insolubles et qui ont été résolus, on se dit que celui-là aussi, celui de transformer l'économie mondiale qui fonctionne mal, qui va droit dans le mur, et de lui substituer une économie plus juste, ce sera la tâche de la prochaine génération, de la vôtre, et de ceux qui, aujourd'hui, ont affaire à ces défis-là. Et je me dis que les défis que nous avons connus, et notamment le fascisme, le nazisme, le stalinisme, l'apartheid, nous avons réussi finalement à nous en débarrasser. Eh bien vous allez, j'en suis sûr, aussi vous en débarrasser. Mais nous avons perdu du temps. Et ce qui m'attriste le plus, c'est l'Europe. Alors là-dessus, je considère que... Et là-dessus, vous perdez, puisque l'Europe, pour vous, était ce lieu où pouvaient se faire les choses, où pouvait s'organiser la citoyenneté interplanétaire. Absolument. Alors, elle est en train, quand même, ne soyons pas trop pessimistes, quand je compare l'Europe telle que je l'ai connue à l'âge de 30 ans et telle que je la vois aujourd'hui, le progrès est fantastique, mais les reculs sont là et il faut lutter. Je voudrais qu'on regarde la manière dont vous fonctionnez. Alors, vous avez été de toutes les commissions éthiques, Mendes France, Rocard, trahi par Mitterrand. Quand vous réfléchissez sur une autre manière d'envisager la coopération et le néocolonialisme français, vos rapports sont enterrés et ils sont encore dans les tiroirs. Vous êtes de toutes les médiations, je le disais tout à l'heure, vous avez été membre du CSA, par exemple, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il s'appelait Haute Autorité. Qui s'appelait Haute Autorité. Mais c'était la même chose. Première version. Première version. Et il y a eu les sans-papiers. Et il y a eu un monsieur qui s'appelait Debré, qui a fait une loi qui consistait à virer... le ministre de l'Intérieur aujourd'hui fait à peu près la même chose, comme si la France devenait une terre d'inhospitalité, d'une certaine manière. Je voudrais qu'on vous regarde pendant l'affaire des sans-papiers. C'était il y a 10 ans, et on va regarder ce que vous êtes, et on va voir comment vous êtes déjà, et toujours, habile négociateur. Extrait.
Ce qui est regrettable, ce qui est scandaleux, c'est que le gouvernement, au lieu de donner suite aux recommandations très simples et très précises que le Collège des médiateurs lui a remis il y a déjà plusieurs semaines, s'obstine à ne vouloir régulariser qu'un tout petit nombre de ceux qui méritent tous d'être régularisés, car tous, ou du moins la plupart d'entre eux, sont pris dans les critères que nous avons définis pour une régularisation. Si le gouvernement avait l'intelligence d'accepter ces critères qui ont été revendiqués par les Africains eux-mêmes, par la Ligue des droits de l'homme, par tous ceux qui sont intervenus, et notamment par notre collège de médiateurs qui comporte 25 personnalités de premier plan, eh bien la situation aurait pu être réglée. Alors qu'actuellement, c'est la grève qui se poursuit. 34 jours déjà, le gouvernement est devant ses responsabilités. Et nous, les médiateurs, nous lui avons dit que c'est à lui de trouver la solution d'une situation qu'il a laissée s'enliser d'une façon scandaleuse. Il faudra attendre le retour de la gauche au pouvoir pour qu'il y ait un peu plus de réponses, parce que là, on voit bien quels sont les terrains sur lesquels vous vous engagez, mais sauf que souvent, vous vous faites avoir. Hein. Oh, très souvent, très souvent. Mais ça aussi, on s'y habitue. Vous savez, quand je crois que la notion même de résistance, que nous avons finalement apprise à vivre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tous les sens du terme. Hein, oui, aussi. Oui. Eh bien, elle se nourrit elle-même de ses échecs. Si on réussissait, si les problèmes étaient résolus, on serait très heureux. Et on serait très heureux à ce moment-là de ne plus rien faire d'autre que de réciter de la poésie. Mais comme il y a des échecs, et forcément la vie est faite d'une succession d'échecs, on se dit chaque fois, bon, cette fois ça a raté, vous allez voir, la prochaine fois ça réussira. Les 300 Maliens pour lesquels nous étions intervenus en tant que collège des médiateurs dans cette phase un peu ridicule de la vie de la France, eh bien, Jospin arrivant à Matignon, sur les 300, il y en a 298 qui ont été régularisés. Donc c'était quand même un succès pour le Collège des médiateurs. Stéphane Hessel, si je dis que vous êtes un sage professionnel et que ça ne date pas de votre âge, mais que ça date de vos engagements depuis 1945, vous avez toujours été diplomate dans le multilatéral, à l'ONU, la Cour pénale internationale, etc., sont des institutions qui vous conviennent, oui, et qui vous satisfont. Il n'empêche, est-ce que vous avez toujours eu ce sens-là de la médiation, donc la sagesse comme profession? Je croyais que vous alliez dire un singe au lieu d'un sage. Je me sens souvent très singe plutôt que sage. C'est-à-dire que j'ai une volonté, une capacité, je crois, de mettre un peu d'humour, un peu de liant dans mes contacts avec les autres. Et c'est ça qui me fait me réjouir. De tout ce que j'ai fait dans la vie, et j'ai fait des tas de choses, forcément, quand on a 88 ans, ce serait malheureux qu'on n'ait pas fait beaucoup de choses. Celle, peut-être, dont je garde le souvenir le plus émouvant, c'était le Club Jean Moulin. C'est dans les années 58-64 que nous avons constitué un groupe. Et d'ailleurs, qui nous a permis de constituer ce groupe? C'est Flamand du Seuil, qui nous soutenait. Et nous publions des livres. Eh bien, qu'est-ce qu'essayait de faire ce club? Il essayait de réfléchir à ce que pourrait être une belle démocratie française. Avons-nous réussi à avoir aujourd'hui une belle démocratie française? Je ne dirais que pas du tout. Je suis très peu satisfait de la façon dont évolue la politique française. Mais les idées que nous avions évoquées alors, elles continuent à vivre. Et je pense qu'avoir mis des idées qui nous paraissent justes en circulation, la régularisation des sans-papiers, la création d'une démocratie française, une politique de développement agissant contre la pauvreté scandaleuse dans le monde, ces idées-là, elles existent. Elles ne sont pas encore réalisées, mais on est content d'avoir un peu contribué à les faire connaître. Vous êtes toujours entre deux voyages.
vous êtes, on a bien compris que la poésie était ce noyau sur lequel, ou à partir duquel vous pouviez vous ressourcer. Il me reste une question à vous poser avant de demander à Michel Vinaver ce qu'il a entendu de ce que vous avez dit à propos de votre déportation. Donc, notamment les camps de Dora ou de Buchenwald. Vous dites « J'ai pu l'effacer de ma mémoire » et vous ajoutez « Je ne suis pas un obsédé du cauchemar ». Et toute votre transmission en la matière se fait non pas par ce qui serait inscrit complètement en vous, mais simplement par un travail presque intellectuel de transmission aux jeunes générations. Pourquoi est-ce que vous dites que vous avez pu l'effacer de votre mémoire? C'est un propos qui m'interroge. Peut-être, je dirais, il faut nuancer peut-être un peu cela. Plusieurs de mes camarades et de ceux qui me sont très proches sont affectés d'une chose qu'on appelle l'hypermnésie. C'est-à-dire, ils n'arrivent plus à se débarrasser de ce qui leur revient à la tête et qui est les horreurs qu'ils ont vécues. J'ai la chance d'avoir vécu une déportation tout à fait atypique et dans laquelle j'ai toujours tiré le bon lot. Je n'ai pas été pendu alors que j'aurais dû l'être. Je n'ai pas été torturé, ou très peu, alors que j'aurais pu l'être. Et donc, le souvenir que je garde de ces périodes douloureuses sont de deux sortes. D'une part, le souvenir des poésies que j'ai récitées la nuit pour essayer de trouver le sommeil. Et d'autre part, le souvenir de ce qui permettait de surmonter les difficultés, de saisir la chance, et ça, c'est quelque chose qu'on garde dans la mémoire, et on essaye d'en chasser les souvenirs de douleur, les souvenirs de déchirement, et surtout, le plus grave des souvenirs, celui de la peine et de la mort des autres. Chez Mangès Destin, Walter Benjamin Lange assassiné, philosophe, écrivain, livre publié par Tilla Rudel, qui dit que vous êtes un précieux témoin, puisque vous avez vu Walter Benjamin et votre père faire ensemble un geste qui permettait d'aller dans le livre et de mettre un couteau, ce qui permettait de choisir le texte. Voilà ce que je lisais, notamment quand elle vous cite. Livre que je vous recommande, hein, sur Lange assassiné. Benjamin qui est mort Benjamin qui est mort en 1940. Oui. Michel Vinaver, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Stéphane Hessel? J'ai entendu le récit d'une continuité. Une continuité qui me frappe au regard de ce qui, aujourd'hui, est peut-être ce qui est général et chez les individus comme dans la façon dont va le monde, qui est la fragmentation. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de lié au monde, lié à vous-même. Voilà, ça c'est une rareté. Il est complet. C'est un homme qui exprime la complétude, je trouve. Oui. Ouais, c'est d'accord. Oh, c'est beaucoup dire. Mais ça me touche que vous ayez trouvé cela dans ce que j'ai dit là. Interrogé par quelqu'un de très calé. Musique. Et on se retrouve après pour cette conversation. Demi Evans, c'est une inconditionnelle de Nina Simone. Elle veut assumer son héritage militant et humaniste. Musique qui incarne un mélange inattendu. Alors j'ai noté, c'est un peu de la musique soul sudiste, folk, pop, country, et inévitablement c'est de cette sorte, puisqu'elle a passé une grande partie de son enfance au Texas. Nous les comptons dans un extrait de son album éponyme, Why Do You Run? Far away, listening souls, who knows your fears, your heart of gold? Now you lay awake
awake at night and they wait for you. You know you wanna do right, what can you do? Listening hearts, hearts of gold. Listening hearts, hearts of gold. Come on and tell me, why do you run? You tell me, why do you run? Why do you run on empty? Come on and tell me, why do you run? You tell me, why do you run? Yeah, why do you run on empty? Yeah. Hearts of gold, strong and old. You gotta arise and away. Your duty calls. Now we must rescue them, for they don't know why. Why would God wanna punish you and I? Listening hearts, hearts of gold. Your listening hearts, hearts of gold. Ooh, come on and tell me, why do you run? You tell me, why do you run? Yeah, why do you run on empty? Somebody come and tell me, why do you run? You tell me, why do you run? Sun is shining, but you don't feel it, and the moon is crying, but we can't hear it. So the life is good, but you can't keep it. So why do you run? Sun is shining, but you don't feel it, and the moon is crying, but you can't hear it. So the life is good, but we can't keep it. So why do you run? Hearts of gold, strong and old. You gotta arise and awake. Your duty calls. Now we must rescue them, but they don't know why. Why would God wanna punish you and I? Listening hearts, hearts of gold. Your listening hearts, hearts of gold. Ooh, come on and tell me, why do you run? You tell me, why do you run? Yeah, why do you run on empty? Come on, you gotta tell me, why do you run? Can you tell me, why do you run? Demi Evans, avec finalement une question qui va bien à l'émission. Pourquoi est-ce que vous courez, ou pourquoi est-ce que tu cours? Alors, on a vu avec Stéphane Hessel pourquoi il essaie de courir. Même question à vous, Michel Vinaver. Et contrairement à ce que vous disiez il y a une seconde à propos de ce qu'a dit Stéphane Hessel, c'est-à-dire qu'il représente une continuité, une complétude. Dans votre théâtre, on a l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire que ce que vous décrivez dans votre théâtre sont des points de vue très différents qui cohabitent. Et je pense à cette scène emblématique du 11 septembre 2001, qui est actuellement à l'affiche, où le propos de M. Ben Laden et le propos de M. Bush sont équivalents, puisque interchangeables par les comédiens qui les interprètent, parce que posés côte à côte, sur scène, ça vous a d'ailleurs valu la censure de l'ambassade de France aux États-Unis quand la pièce a été montée il y a quelques années à Los Angeles. Il a fallu retirer le nom des affiches. Enfin, il a fallu enlever avec le soutien de l'ambassade de France, et ils vous ont enlevé de l'argent aussi. Bon. C'était pas exactement une censure, parce que le gouvernement français n'a pas le pouvoir de censurer un spectacle produit par des Américains. Mais ils vous ont pas aidé, quoi. Voilà. Enfin, ils ont commencé à vous aider. Ils ont retiré leur soutien. Alors que les Américains ne leur demandaient rien. Non. Alors sur cette discontinuité qui est la vôtre, contrairement à la continuité de Stéphane Hessel, est-ce que vous êtes d'accord?
Moi, je travaille dans la fragmentation, je Oui. travaille dans la collision. J'ai besoin, pour que quelque chose se produise sur le plan de l'écriture théâtrale, qu'il y ait des décharges, des déflagrations entre différents pans de réalité. Pas nécessairement au plan de la violence, par exemple de la violence ni sociale, mais que au niveau des mots, des phrases et des individus, les choses se mettent dans des tensions et dans des explosions, dans des choses comme ça. Je crois que l'action théâtrale, bon, c'est pas original de le dire, elle naît de conflits, de choses qui ne vont pas. Et je pars de choses qui ne vont pas. Je crois que d'une certaine façon, je vais vers des résolutions, mais jamais des résolutions, jamais dans la plénitude, ni dans un achèvement complet. En même temps, votre écriture et votre théâtre, tel qu'il est mis en scène par Planchon, Serrault, Vitesse, Lassalle par exemple, donne l'impression d'être classique. Peut-être est-ce une impression qui vient aujourd'hui, tardivement, parce que je dirais que c'était plutôt, au contraire, je crois que l'image qui ressortait de mon travail, au travers des mises en scène que vous citez, c'était plutôt, est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde? Est-ce que ça n'est pas un petit Enfin, directement, ça semble accessible à tout le monde. On a l'impression que ce sont des scènes, des scènes du quotidien normal. Or, la fragmentation, c'est peut-être cette fragmentation qui est du deuxième degré, qui n'est pas forcément accessible. Vous savez, je m'intéresse à la banalité, c'est-à-dire à ce qui se produit de façon absolument ordinaire dans la vie de tout le monde. Et pour rendre cette banalité étrange et merveilleuse, il faut qu'il y ait des entrelacs. L'entrelac d'une scène à une autre scène, d'une situation à une autre situation. Et c'est cela qui a fait problème, mais qui ne fait plus vraiment problème aujourd'hui, parce qu'on est dans l'ère du zapping, parce qu'on est dans l'ère de ce qui ne va pas nécessairement de soi dans le récit d'une histoire. Alors, 11 septembre. 11 septembre, oui. 11 septembre, c'est une pièce que j'ai écrite dans la foulée de l'événement. Je l'ai écrite fin septembre 2001, et très vite. Je l'ai écrite à partir du matériau vivant tel qu'il était restitué par les écrans, par les journaux. Et c'est seulement aujourd'hui, semble-t-il, que cette pièce trouve son assise. On va regarder un extrait, c'est jusqu'au 17 juin, c'est au Théâtre National de la Colline. C'est un spectacle en anglais. Hein, il y a une partie de votre vie qui se déroule aux États-Unis. J'ai écrit la pièce en anglais et je l'ai traduite ensuite en français. Oui. Vous êtes un bilingue, là où Stéphane Hessel est trilingue. Mise en scène de Robert Cantarella. Hein, extrait de votre spectacle, enfin de votre pièce, image signée Paul Albertini. I was sitting down to some paperwork and a second cup of coffee after meeting with a client. She was a flame. I couldn't hold her. So I held a sweater around her waist. Other male boys? My name's Arturo Domingo. And next to me was Perry Ramus. It was 8:48 a.m. when our building. I guided her down in the debris and the special smell of singed wool. I work with Morgan Stanley. Lurched violently like a ship in high seas. Mr. Ramus, our head trainer. Several hundred others stepped out of the way to let us pass. The descent had been calm and orderly. Braced himself in the doorway. I was nearly knocked off my chair. I run this outfit as Chief Operating Officer. Not a big outfit. We've had a few problems. And we made it to the street in 18 minutes. But when I reached the 44th floor, a man with a megaphone stood there telling people there was no problem. His exact words were, "Our building is secure. You can go back to your floor. If you're a little winded, you can get a drink of water or coffee from the cafeteria." Alors, spectacle surtitré en français, donc juxtaposition de paroles dites par des passagers des avions détournés, par éventuellement des contrôleurs aériens, par des témoignages de ceux qui sont dans les tours au moment où elles sont visées par les terroristes. Vous en faites ce théâtre-là. Comment est-ce que vous avez sélectionné ces moments? J'aime beaucoup travailler avec le hasard, avec l'aléa.
Alors c'est un mélange, c'est un attelage entre l'aléa et puis la recherche d'une forme. Il fallait que la forme soit d'autant plus achevée que j'avais besoin qu'il y ait ce hasard fonctionnant comme ça qui fait qu'on entend presque dans le même instant, parce que l'instantanéité pour moi c'est important, dans le même instant on entend un trader de Wall Street, on entend un terroriste, comme on entend un employé ou un cadre de la tour essayant de descendre les 60 et quelques étages et ainsi de suite. Et la réalité est dans les intervalles entre ces différentes voix. Il n'y a pas un message qui ressort d'aucune des voix. Le message, c'est au spectateur de peu à peu se le constituer. Chacun pour soi, il reçoit un espace de son et d'image dès lors qu'il y a mise en scène, et il se constitue sa réalité à partir de ça. Vous avez ce commentaire, vous dites qu'il s'agit plutôt de fixer l'événement hors de tout commentaire. Hein, et vous ajoutez, il s'agit en quelque sorte de réfléchir l'événement plutôt que d'y réfléchir. Au moment où j'ai écrit la pièce, je pressentais que l'événement allait être quasiment enfoui dans un immense fleuve de commentaires, dans un immense fleuve de réflexion. Et ce n'est pas pour dire que la réflexion ni le commentaire sont inutiles, mais je voulais être tout à fait en dehors de ce type-là de travail. Je voulais, j'espérais... Le plus près possible de ce qui est dit. Oui, ouais. Et de reproduire en quelque sorte, de saisir l'événement dans ce qui allait peu à peu être oublié, c'est-à-dire ce tohu-bohu énorme qu'a été cet événement, cette immense je dirais, quantité d'éléments réfractaires les uns aux autres qui le constituent. Mise en scène de Cantarella, je disais il y a une seconde, et proposition théâtrale qui est la suivante, c'est-à-dire que votre texte initial est redonné 3 fois par la troupe de comédiens américains, qui échangent, qui intervertissent les rôles. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition théâtrale? Est-ce que vous avez contribué à l'élaborer? Sinon, comment est-ce que vous la percevez aujourd'hui? Tout d'abord, je dirais que l'événement, 11 septembre 2001, vous, moi, tout le monde, on l'a reçu en boucle. On l'a vu plusieurs fois sur nos écrans, un nombre indéterminé de fois. Et quand Cantarella m'a proposé cette idée de faire en boucle la pièce qui revient et qui revient... Comme l'avion qui rentre dans les tours, etc. tout le temps. Avec permutation, effectivement, des rôles, je me suis dit, ça, c'est l'idée absolument juste par rapport au projet. Comment réaliser ça sur le plateau. En plus, ça correspond aussi à l'intérêt que j'ai sur le plan musical avec la forme thème et variation. Cette pièce, je n'aurais pas pu l'écrire si ça n'avait été en relation avec la musique. J'avais cette forme, thème et variation dans l'esprit. J'avais aussi les oratorios tels que la création de Haydn, les passions de Jean-Sébastien Bach, sans parler des cantates. Je crois qu'il fallait que la forme soit d'autant plus prégnante que l'événement allait dans tous les sens. Enfin, une proposition qui peut perturber le public, les acteurs ne quittent pas la scène. Donc la salle se vide en présence des acteurs qui sont face à vous, comme ça. C'est très déstabilisant pour les spectateurs de voir que les acteurs saluent une fois et ensuite restent immobiles. Ah, ça fait peur, ça change complètement les rôles. Oui. Et je crois qu'il y a à ce moment-là quelque chose qui se produit dans la salle qui est unique. Je n'ai jamais vu ça au théâtre et le public sort sans avoir eu en quelque sorte le plaisir d'échanger avec les spectateurs. Je crois que par rapport à ce que raconte la pièce, c'est aussi une belle idée. Ouais, récemment, proposition théâtrale identique avec Médée Matériaux, Valérie Dréville, où les spectateurs doivent sortir alors que la comédienne principale reste sur scène. Michel Vinavert, je disais tout à l'heure, vous êtes discontinuité, puisque vous avez écrit très tôt,
très jeune, vous avez eu envie d'écrire très, très jeune, et en même temps, vous avez, parce qu'il fallait remplir le garde-manger, si vous me passez la trivialité de l'expression, vous avez eu une vie parallèle qui était une vie de cadre de multinationale chez Gillette. J'ai lu aussi qu'accessoirement, c'est vous qui avez négocié le rachat de la société Dupont. Et donc, là, il y a une bizarrerie, il y a un écartèlement. Je ne sais pas si c'est une bizarrerie. C'était pas vraiment pour le garde-manger, c'était pas pour gagner ma vie. Vous avez eu un golden parachute quand vous êtes parti, quand même. Non, je plaisante un peu. mais surtout ce que dès le départ je savais, c'est que je ne voulais pas être un écrivain professionnel, un artiste ou même un intellectuel. Aujourd'hui, vous l'êtes. Non, je n'ai jamais été cela. J'ai jamais voulu. Enfin, quand je dis vous l'êtes, c'est vous êtes reconnu. Gillette, on oublie, ça devient anecdotique. Et aujourd'hui, vous êtes reconnu pour ce qui quand même fait œuvre. Mais il fallait que je sois dans la vie de tout le monde. Et j'ai entré dans l'industrie, dans le commerce, etc. Parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Je ne voulais pas la gagner, c'est vrai, par l'écriture, parce que je ne voulais pas que mon gagne-pain dépende de la réception par le public de ce que j'écrivais. Et d'ailleurs, je crois que mes pièces ont, à part la première, Les Coréens, qui a été montée tout de suite par Planchon et par Jean-Marie Clément, les deux pièces qui ont suivi ont attendu 18 ans, 20 ans, je crois, 21 ans avant d'être montées. Les huissiers, Iphigénie Hôtel, etc. Voilà. Mais j'avais un boulot, je ne dépendais pas de cette réception. Mais en fait, c'est la raison, je crois, de fond, c'est que je voulais ne pas être en marge de la société. Et vous pouvez mentir, c'est-à-dire mentir par omission, c'est-à-dire que vous ne dites pas chez Gillette que vous êtes auteur de théâtre. Vous savez, j'ai commencé chez Gillette tout à fait en bas de l'échelle. J'ai été embauché comme petit cadre stagiaire. Ensuite, j'ai monté dans les échelons de la hiérarchie. Mentir, c'était pas mentir, c'était ne pas dire. Ne pas dire. Et l'entreprise a été en fait complice de ne pas entendre. Elle ne voulait pas entendre, et quand elle a su, elle continuait à ne pas vouloir savoir. King Gillette. C'est une de vos pièces, donc vous êtes... Un peu testamentaire, effectivement. Je l'ai écrite une fois que j'ai découvert que King Gillette, qui a fondé Gillette, était pas seulement un inventeur génial. Mais pas un Stéphane Hessel américain, quoi, un grand humaniste. Non, mais pas seulement un grand humaniste. Non, il n'était pas un grand humaniste. Il était surtout un visionnaire. Oui, un utopiste. Ouais. Un utopiste absolument fou. Et il a pu mener de front, alors on est vous. De retour dans la discontinuité, ce parcours d'inventeur d'un monde parfait, d'un monde en fait communiste idéal, et puis qui était fondé d'ailleurs sur cette intuition que tous les maux qui font que le monde ne va pas viennent de la concurrence. Il fallait supprimer la concurrence, d'une part. D'autre part, il a supprimer la concurrence à la télé, on fait des émissions culturelles tout le temps. Voilà. C'est formidable. Bon, on regarde King, hein, c'était extrait du journal d'Antenne 2 à l'époque, ça date de 99. Moi, King Gillette, je me rase devant le miroir, pensif, et bientôt je peste parce que la lame repliable de mon rasoir est émoussée. J'ai eu beau l'affûter, elle a besoin d'être menée. Pour cela, il faut la porter chez le coutelier. Concurrence qui remplit nos prisons, nos asiles et nos bordels. King Gillette est un être paradoxal. Symbole du capitalisme sauvage, il s'inquiète pourtant de la concurrence effrénée et prône une philosophie qui redonnerait toute sa place à l'homme. Et leur appel à l'aide n'est pas entendu par ceux qui les écrasent dans leur course au profit. Concurrence! C'est quelqu'un qui est sûrement un observateur du langage assez particulier. Et c'est très curieux dans ces pièces parce qu'on a l'impression qu'on parle comme ça et pourtant quand on écoute bien c'est pas du tout comme ça. Donc il y a un art du montage de la phrase comme ça, du banal, de la phrase banale qui est totalement remonté, qui est souvent entrelacé, enfin les mots s'entrelacent ou les phrases ou les répliques s'entrelacent. Le salarié d'aujourd'hui... King apparaît tour à tour ambitieux, arriviste, naïf, un parcours qui n'est pas sans rappeler celui d'un magnat de la presse, Citizen Kane. Voilà un petit extrait du sujet qui avait été fait pour le journal. Vous dites,
quand je vous ai relu, vous dites qu'il y a une chose que vous n'aimez pas forcément dans le théâtre et dans l'ambiance du théâtre, c'est l'hystérie qui va avec et ces moments de fantasme permanents. Or, quand on regarde aujourd'hui ce qui vient de se passer dans une grande société, on a l'impression que l'hystérie a changé de camp. C'est-à-dire que la vérité, le monde commun qui vous intéresse, c'est plutôt le théâtre, alors que l'hystérie, elle est dans les multinationales, où, je parlais de Golden Parachute il y a une seconde, on vient encore de voir M. Zacharias chez Vinci qui réclame 8 millions d'euros de primes parce qu'il aurait réussi à intégrer correctement une société d'autoroute. Donc on a l'impression que l'hystérie, elle n'est plus au théâtre, mais qu'elle est dans ces sociétés que vous avez fréquentées. En vous écoutant, je me dis... Voilà, je sors maintenant d'une expérience de mise en scène. J'ai mis en scène pour la première fois. Je n'ai pas l'âge de Stéphane Hessel, j'ai 10 ans de moins, mais quand même, je ne suis pas un genou. Et pour la première fois, j'ai mis en scène une de mes pièces avec 20 acteurs. Et je me suis dit, là, je n'ai pas du tout trouvé d'hystérie dans ce travail. Absolument pas. Et au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait une capacité de vivre ensemble avec ces 20 acteurs et entre eux, voilà, qui a été une découverte pour moi. Je ne suis plus du tout aujourd'hui, en fait, intéressé par la vie dans les affaires. Et vous n'êtes plus ce jeune cadre dans l'ombre qui a commencé en bas de l'échelle et qui est arrivé patron européen. Le jour où j'ai découvert la peinture de Dubuffet a été pour moi un jour important, parce que j'ai trouvé dans sa peinture la traduction tout d'un coup de ce que je ressentais de façon un peu confuse et qui est le rapport du personnage au paysage. Et c'est chez Dubuffet un rapport ironique. Je crois que chez moi aussi, quand je dis être perdu dans le paysage, c'est à la fois l'angoisse, la réalité de l'angoisse, du rapport au monde, etc. Dubuffet, c'est quelqu'un qui vous fascine. Et je vous propose de l'écouter, il est en colère, la caméra est cachée, c'est un extrait de l'émission Du côté de la création, ça date du 1er janvier 71, réalisé par Françoise Lepeuve. Extrait. Vous me navrez, mon vieux, vous êtes comme les derniers des journalistes, les derniers des journalistes qui viennent m'interviewer, alors ils me disent, ah, on va faire quelque chose d'original, on va faire, ah, bah vous allez expliquer ce que vous pensez de la peinture, vous allez expliquer ce que vous voulez faire quand vous faites de la peinture. Merde. Alors, c'est toutes les idées que vous avez, voyons. Non. Expliquez la musique. Non. C'est bon, vous auriez dû enregistrer pendant tout le temps qu'on était en train de parler. Vous auriez eu là-dedans des trucs. Ah, c'est vrai, vous croyez? C'est comme ça qu'il faut faire. C'est trop tard. Évidemment, c'est dommage. Un peu... Ben oui, mais il faut trouver des trucs. Et ça, c'est pas des trouvailles. Il faut des trouvailles. Mais enfin, si vous voulez un petit plan comme ça, on me voit en train de faire de la musique, c'est possible. Mais enfin, le film aurait beaucoup gagné à ce que je ne m'intéresse pas. A priori, il est peintre. Hein. Et vous dites que vous êtes fasciné par Dubuffet et par sa capacité à trouver l'étrangeté du banal. Et puis je crois que ce qu'on vient de voir dans cet extrait où il apparaît, c'est son humour. C'est un fou furieux, quoi. Oui, mais c'est un grand comique. Ben moi, c'est un petit peu mon fantasme, c'est aussi d'être un comique, ou en tout cas dans le fait que, dans les pièces que j'écris, tout est lié à la suspension d'une drôlerie, d'une cocasserie. Il faut que les gens se trouvent un peu décalés par rapport à leur attente. Et ce décalage, c'est la peau de banane. La peau de banane dans Iphigénie Hotel, avec ce qu'on a appelé une esquisse de mise en scène, parce que dans des conditions budgétaires chez Martinelli assez draconiennes, donc vous disiez que, entreprenant la mise en scène, vous avez compris qu'il n'y avait pas forcément d'hystérie dans le théâtre. Iphigénie, en un mot, ça renvoie à 58, et ça renvoie à cette période où la France a du mal avec l'une de ses régions, qui s'appelle à l'époque l'Algérie. La pièce se situe très exactement les 26, 27 et 28 mai 1958
à un moment où l'histoire bascule, ou pourrait basculer. Finalement, elle a basculé relativement. De Gaulle est arrivé au pouvoir. Quand j'ai écrit la pièce, il venait d'accéder au pouvoir. J'ai toujours besoin d'écrire en contact avec l'actualité. Oui, et de façon le nez collé au miroir, sans savoir ce qui va être le résultat, disons, de la crise ou de l'événement. Voilà. Iphigénie Hôtel, ce sont des touristes français dans un petit hôtel dont une partie du personnel est français, à Mycène. Et alors, dans la pièce, il y a superposition, on peut dire, de ce qui se passe à Alger et à Paris, avec la menace imminente de débarquement des paras de massues à Paris. Ce qui s'est passé 3500 ans avant à Mycène, avec Agamemnon et compagnie, et puis une histoire de prise de pouvoir à l'intérieur de l'hôtel. Entre le maître d'hôtel qui, par ailleurs, essaie de s'approprier une jeune soubrette. Extrait, c'était au théâtre des Amandiers, c'était jusqu'au 10 janvier dernier. Extrait d'Iphigénie. Toute cette scène abominable. Et savez-vous comment ils ont pu conclure que c'est bien la tombe de Cassandre? Vous voilà sur votre départ? Nous allons passer quelques jours dans les îles. Comme vous avez raison. Il paraît qu'il n'y a rien de plus exquis. On dit que c'est très sauvage. Louis, je ne vois pas le cabas. Je ne sais pas ce que nous trouverons comme hôtel sur notre route. En tout cas, j'étais ravie de vous connaître. Au revoir. Voici pour vous. Moi aussi. Ravie. Et qui sait, nous nous rencontrerons peut-être ailleurs. J'aurais aimé dire au revoir à mademoiselle, votre fille. Danielle dort. Elle sera désolée. Le clair de lune l'a empêchée de fermer l'œil. En pleine nuit, elle est sortie se promener. Je vous assure que je n'étais pas très rassurée. Est-ce que ces messieurs-dames ont signé le livre d'or? Simone, chérie, veux-tu bien écrire quelque chose? Tu n'as pas oublié la radio? Vous savez que sans vous, nous allons vraiment être coupés du monde. Comment s'appelle ce général? Massu? Oui, avec ses parachutistes. Est-ce qu'il a fait son entrée dans Paris? Qu'est-ce que tu as donné comme pourboire à celle-ci? Ce n'est pas vous que je cherche. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche Mademoiselle Émilie. Ça ne fait rien, reste un moment. Qu'est-ce que vous... D'ailleurs, le service est compris. Si on peut parler de service, je ne sais pas comment ils font les chambres. Avec le directeur absent et ce décès qu'ils ont eu dans la maison. Mademoiselle Émilie. Vous ne le saviez pas. Le vieux concierge, anciennement propriétaire, c'était un personnage. Il considérait tout ce qui est ici comme lui appartenant, y compris le paysage. Il n'a pas supporté qu'on éventre sa montagne. Dispositif scénique, les spectateurs sont des quatre côtés de la scène. Vous travaillez avec Gillian Brun, là aussi, comme metteur en scène, est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau qui vous tombe dessus? Parce que vous avez dit à d'autres époques que ne vous intéressez au théâtre que l'écriture, et donc que tout ce qui était du domaine de la mise en scène, vous ne l'envisagiez pas. Cela reste vrai. Cette histoire-là d'Iphigénie Hôtel, précédée d'ailleurs d'une mise en scène d'Alain Renvers, c'est né d'un stage, d'un atelier pour acteurs professionnels. On m'a convaincu de diriger ce stage. Et une chose a entraîné l'autre. Et en définitive, le résultat de ce stage a été programmé par le théâtre artistique à Thévin. Et de là, on m'a proposé de faire un autre essai avec une autre de mes pièces. Est-ce que ça change votre façon d'écrire, le fait d'avoir compris ce que pouvait être la mise en scène, d'avoir imaginé comment on pouvait habiter un lieu ou structurer un lieu? Ça m'a surtout permis de vérifier quelques idées que j'avais sur la façon dont mes pièces devaient être mises en scène. Ça n'a pas du tout changé ma façon d'écrire, non. Stéphane Hessel, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Michel Vinavert? Et vous me répondez, quand je vous aurais précisé que septembre-octobre, au Théâtre de l'Est parisien, on retrouve l'Objecteur. L'Objecteur, c'est un roman, oui. Le premier roman publié chez Gallimard, remarqué par Camus. En décembre, à la Comédie de Béthune, pour une autre de vos pièces, l'émission de télévision. Et vous avez déjà une programmation pour 2008, si j'ai bien lu. Alors, je vais lui dire que je ne vais pas lui demander de répondre, mais ça devient un auteur très à la mode. Et non seulement cela, une productivité merveilleuse, mais si vous voulez, pour moi, ce qui me frappe chez un créateur, car c'est un créateur, c'est-à-dire que ce qui sort de lui, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est quelque chose qui sort de sa
psyché, de sa façon dont son âme s'est constituée. Il se trouve que j'ai eu la chance de connaître la mère de Michel Vinavert. Et je peux imaginer, avec un effort naturellement, forcément un peu artificiel, mais quand même, je peux imaginer ce que c'est que d'être le fils de quelqu'un qui a déjà une psychologie riche, compliquée, et d'essayer d'en être le successeur qui fait quelque chose, qui va aller vers plus de créativité. Ça me touche énormément. Et quand l'objecteur apparut il y a déjà bien longtemps, ça a été pour nous qui vivions autour l'idée véritablement d'une novation. Et tout ce que nous avons entendu, c'est le côté risqué en sachant que ce risque a un parachute, non pas un parachute doré, mais un parachute psychologique qui est le sens profond de l'humour et de l'ironie. Voilà ce qui me frappe en vous entendant, cher Michel Vinavert. Je pense que vous nous avez permis de saisir l'étrangeté de situations dans leur banalité même, et ça, c'est quelque chose que je caractériserais peut-être par la vraie modernité. Pourtant, il a 10 ans de moins que vous, hein. Mais comme quoi, on a de la sagesse sur ce plateau. L'objecteur, c'était en 50, hein. La parution, oui, en 51, je crois. Prix Fénéon, c'est ça? Prix Fénéon, oui. Absolument. Bon. Et puis, l'objecteur, c'est celui qui en a tellement ras-le-bol d'obéir qu'à un moment, il s'assoit au milieu de la cour et il dit « je peux plus, j'arrête ». Voilà, il pose son barda. Et voilà comment... Mais la pièce, elle, a été écrite 50 ans après le roman. Oui. On va la jouer. Ça aussi, on continue cette conversation dans une seconde. Je vous propose de retrouver Coq Robin, reformation autour des deux membres à l'origine, hein, Anna Lacadio et Peter Kingsbury. Nouvel album, ça s'appelle I Don't Want to Save the World, contrairement à vous. Hein, tout le monde ne peut pas vouloir sauver le monde. Écoutez le son, c'est typiquement Coq Robin, premier extrait de cet album, Body Over Mind. Bring me in, wind me up, body over mind. And run like the devil, out of breath, close to death, I wait for a sign. Willing and able, love can be fatal. You say never, to say never, by tomorrow that we'll know better. There's no hurry, that our day will come. Oh yeah. Years on end, round the bend, across the burning sand. Whatever the distance, if ever you're listening, You say never, to say never, by tomorrow that we'll know better. There's no hurry, that our day will come. Throw away my life for you, without a trace.
You don't need a reason. I'll go on believing. You say never, to say never, but tomorrow that we'll know better. There's no hurry, that our day will come. You say never, to say never, but tomorrow that we'll know better. There's no hurry, that our day will come. Yeah, yeah. Coq Robin, qu'on retrouve tout à l'heure à la fin de l'émission. Je voulais vous signaler l'exposition du sculpteur argentin Pablo Reynoso, Doudos de Sombra. C'est à l'Institut Cervantes à Paris et c'est doublé d'une exposition à la galerie Pièces Uniques à Paris. L'exposition montre les travaux de Reynoso, fondés sur un jeu d'association autour de la chaise tonnée. Donc, l'artiste prend une chaise et il la déstructure complètement dans ses formes. À l'occasion de cette exposition, il y a aussi un travail vidéo qui est réalisé par l'artiste, la chorégraphe Blancali. Travail vidéo dont je vous propose un extrait. Voilà, Reynoso, exposition sur son travail sur la chaise tonnée qui est devenue l'icône du design industriel. Et Blancali, que l'on peut retrouver par ailleurs dans Macadam. Macadam, c'est à Mogador et c'est jusqu'au 18 juin. Nous ont rejoint Mine, le magazine littéraire qui titre ce mois-ci Georges Steiner, La culture contre la barbarie. On pourrait faire un programme commun, c'est tant mieux. Mine qui vient avec Gérard Genette, Bardadrac, c'est publié au Seuil. C'est un abécédaire et c'est surtout un travail et un parcours très singulier dans votre mémoire et dans vos souvenirs. On va parler de Bardadrac tout à l'heure. Frédéric Desbordes, vous êtes aussi avec nous pour nous parler d'une initiative à l'origine de laquelle vous écrivez. Vous êtes metteur en scène et c'est la Fête à Voltaire. Et la Fête à Voltaire existe depuis 2003 à Ferney. À Ferney-Voltaire. À Ferney-Voltaire, c'est donc le lieu où Voltaire a sévi, si l'on ose dire. Ces 20 dernières années. Ces 20 dernières années, oui, tout à fait. Juste après être parti de Genève pour repasser en France, puisque Voltaire a passé son temps à changer de pays, à travers effectivement ces différents parcours. Et c'est un lieu de création important pour Voltaire, Ferney, puisque c'est ce que j'appelle moi les années justice. C'est là où Voltaire va défendre l'affaire Calas, enfin les Calas, et puis après le Chevalier de la Barre, etc. Qu'est-ce qui vous donne à vous qui êtes discontinuité aussi chez vous, puisque vous êtes consultant, mais vous êtes aussi metteur en scène. Vous avez écrit Voltaire, Newton et inversement, publié aux éditions du Cardinal avec Michel Morizot. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aider Voltaire à poursuivre son œuvre à Ferney aujourd'hui? Et pour qui le faites-vous surtout?
Alors je le fais d'abord pour la mairie de Ferney-Voltaire. Et quand je suis arrivé là-bas, parce que j'ai rencontré ma femme dans la région et je me suis installé là-bas, c'est à côté de Genève. Ferney-Voltaire est à 2 pas de Genève. C'est en France. Beaucoup de gens pensent que Ferney est en Suisse. Ferney est en France. Je veux dire, quand on arrive là-bas, la première chose qu'on demande, c'est où est le château, où est la maison de Voltaire. Et puis il y a eu une demande, moi j'ai fait un certain nombre d'activités théâtrales dans la région, et puis il y a eu une demande de la mairie de Ferney-Voltaire, du maire de l'époque, enfin du maire d'aujourd'hui, Pierre-Étienne Duty, pour reprendre la fête à Voltaire qui avait 1 an. Donc j'ai repris cette fête en 2003. Et ce qui m'a intéressé, moi, c'est le rapport qu'il y avait à mettre en place finalement entre Voltaire et un public qui était un grand public. Cette fête, quand je l'ai reprise, il y avait 3000 personnes. La première année, la première année où je l'ai reprise, on a fait venir 5000 personnes. Puis en 2004, on est passé à 8000. On est à 10 000 personnes au jour d'aujourd'hui. Je pense que cette année, on va tourner autour de 12 000 personnes. Et c'est ce rapport entre un écrivain qui n'est pas si facile que ça, qui est quand même complexe, qui effectivement a écrit énormément de choses, plus que Victor Hugo. C'est l'écrivain le plus prolixe de la langue française, Voltaire. Ce sont des textes qui sont, à part les contes, qui sont des textes relativement complexes. C'est d'arriver à faire ce rapport entre ces textes et puis un grand public. Comment faites-vous concrètement? Alors, j'ai vu que Marie-Christine Barrault faisait partie du spectacle que vous allez offrir. Ça tourne autour de Candide. Alors, quelle est la modernité? On parlait tout à l'heure de la modernité de Michel Vinaver. Quelle est la modernité de Candide aujourd'hui pour ce grand public de Ferney et de ses environs? Alors, je vais revenir un petit peu à l'histoire de Voltaire. Quand il a écrit Candide, il était à Genève. C'était le début de la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, c'est la première des premières guerres mondiales pour certains historiens. Et puis, il a essayé d'avoir du poids sur le monde, Voltaire, d'une certaine manière, partout où il est passé. Puis il s'est aperçu, finalement, en écrivant Candide, que la vraie philosophie, le vrai moyen d'avoir du poids, c'était de cultiver son jardin. C'est la dernière phrase de Candide. Il a acheté Ferney, et c'est à Ferney qu'il a mis en application cette philosophie. Cultivons son jardin. Mais cultivons son jardin, ça veut dire travailler. Ça ne veut pas dire prendre sa retraite, c'est l'inverse. Et puis, quand il est arrivé là-bas, c'était un village de 153 âmes, et au bout de 3 ans, il y avait 1300 habitants à Ferney. Donc il a financé les artisans, il a financé les paysans, il a finalement, non pas reconstruit, mais si reconstruit en partie la ville, puisqu'il y avait des marais, des asséchés. Il a fait cette ville. La ville d'aujourd'hui, c'est une des villes utopiques du XVIIIe, mais une ville telle qu'on la ferait aujourd'hui. Elle est l'inverse finalement des villes comme Arc-et-Senans, qui sont des villes finalement très citées ouvrières. Là, c'est une ville d'aujourd'hui, la ville de Ferney. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette utopie, aujourd'hui, on la revit dans le bassin lémanique à travers les utopies du XXe siècle, qui sont l'ONU, avec la lutte contre la faim, la lutte contre la guerre, l'ensemble des agences de l'ONU. Donc, ce pont entre Voltaire du XVIIIe et les utopies du XXe siècle sont extrêmement... ce pont est extrêmement intéressant. Et la population qui vit dans le pays de Gex, c'est une population multinationale, internationale. Et donc Candide, pour revenir à Candide, c'est un voyage autour du monde, dans une géographie à moitié réelle, à moitié imaginaire dans son voyage. C'est des prétextes. Et il retrouve Cunégonde. En fait, il cherche Cunégonde. Mais bon, en termes philosophiques, il y a quand même 2 grands moments dans Candide. C'est avec 2 personnages importants qui sont Pangloss d'un côté, qui est l'optimisme, et puis de l'autre côté, Martin, qui est le pessimisme. Et puis au milieu, il y a une scène extraordinaire, qui est la scène qu'on peut situer au Pérou ou ailleurs, mais qui est la fameuse scène d'Eldorado, où finalement, c'est le monde irréel, le monde extraordinaire, où tout est facile, l'or est par terre, il suffit de le ramasser, mais qui finalement est la seule scène surréaliste de Candide. Mais sa modernité, pour vous répondre, c'est, j'ai fait des conférences pour des enfants, des animations pour les enfants et puis des lycéens, c'est de dire aujourd'hui, on regarde la télévision, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Candide, c'est ça, je veux dire, c'est en même temps un extraordinaire portrait de ce qui se passait à l'époque en Europe, avec cette guerre de 7 ans, la guerre effectivement qui se passait au Canada, qui se passait en Inde. En même temps, Voltaire fait des portraits de tas de personnes. C'est un petit peu comme les informations à la télévision, alors, Candide. Programme complet, vous parliez d'animation pour les enfants. On l'a ici, c'était une manière de détourner le travail
avec la feuille volante. Les feuilles volantes sont la peste de la littérature. Oui, c'est ce que disait Voltaire, en les écrivant. En les écrivant. Donc là, on a un aperçu complet. On parlait tout à l'heure de Marie-Christine Barrault. Quelle est la proposition théâtrale que vous faites ? Qu'est-ce que vous montrez comme spectacle? Alors, à partir du moment où on a un public qui est, non pas dans une salle de spectacle de 1000 personnes ou 2000 personnes, c'est un public autour de 10 000 ou 12 000 personnes, il faut tout de suite penser à la manière dont on va, dont on va intégrer, non pas traiter, mais intégrer ce public pour qu'il devienne acteur de cet ensemble. Alors la proposition, c'est d'abord c'est l'intégralité de Candide. Je propose l'intégralité de Candide. Il y a l'adaptation, elle est faite. C'est pas trop long? C'est 4h30. Ah oui, mais c'est un choix. Les gens sont libres. Je veux dire qu'on est là dans une proposition théâtrale où les gens sont libres d'écouter ou de ne pas écouter. Il y a des lieux dans lesquels on va jouer Candide. Donc ils peuvent venir, repartir. Ils viennent, ils repartent, ils vont faire autre chose. Il y a d'autres propositions d'ailleurs que Candide, puisqu'en fait Candide c'est aussi, ce que je disais, le reflet du pays international où on vit aujourd'hui. Et donc on a d'autres, performances de ces associations internationales qui suivent en fait le voyage de Candide, qui sont des miroirs de ce qui se passe dans le voyage de Candide. Et donc je fais en même temps 2 propositions de mise en scène au même moment, pour le même chapitre. Il y a 30 chapitres dans Candide, et donc quand on met en scène dans une partie de la ville Candide, il y a une autre mise en scène avec des narrateurs et des lecteurs, une autre proposition théâtrale dans un autre lieu. Donc chaque personne ne vivra la même chose, c'est aussi ce qui m'intéresse, et tout le monde vivra sa fête à sa manière. Je veux dire, on peut rester à un endroit donné et tout voir, on peut se promener ou voir différemment dans un autre lieu. Ou se promener et tout voir. C'est le samedi 24 juin à Ferney-Voltaire, dès 18h, avec notamment Marie-Christine Barrault et Christian Bugeaud. Et on vous souhaite d'attirer un maximum de public dans ce jardin-là. Je voulais vous parler, dans l'actualité culturelle, de The Staircase. Voilà. Jean-Xavier de Lestrade, il était déjà l'auteur de Un coupable idéal à propos d'un jeune Américain qui avait été très facilement condamné par la justice américaine parce qu'il était noir et pauvre. Il avait été accusé de meurtre, en tout cas. Dans Staircase, Lestrade choisit une affaire radicalement inverse. C'est un homme riche, en vue, extrêmement connu, qui est soupçonné d'avoir assassiné sa femme. On ne vous révélera pas l'aboutissement de ce documentaire, mais en tout cas, sachez que pendant 18 mois, son équipe a quasiment filmé tout le système judiciaire américain qui s'organise autour de l'enquête et notamment tous les aspects financiers de cette enquête. C'est 8 épisodes de 45 minutes, c'est aux éditions Montparnasse. Je vous propose un extrait de ce travail tout à fait fascinant de Lestrade. I don't know if the chairs were like this or not, but I mean, they were probably something like this. And we were both right here. And the dogs would come over, and we were just talking and finishing our drinks. And then she said, I got to go in because I've got the conference call in the morning. And she started walking out that way. And I stayed right here. Don't think anything special to her, certainly not thinking this is the last time I'm going to see her. I said goodnight, I'll be up a little bit later. And I stayed here, and she walked. And the last I saw her was when I was there, and she was just walking here. That's it. That was the last I saw Kathleen alive. No. She was alive when I found her, but barely. Durham 911, where's your emergency? 1810 Cedar Street, please. What's wrong? My wife's had an accident. She's still breathing. What kind of accident? She's down on the stairs. She's still breathing. Please come. Is she conscious? What? Is she conscious? No, she's not conscious. Okay. Fascinant sur la manière dont fonctionne le système judiciaire américain, ce qui est intéressant aussi avec l'actualité que nous connaissons en France, avec la commission parlementaire qui a travaillé sur Outreau. Je voulais vous signaler la suite du travail que l'on peut découvrir en France du réalisateur Edgar Reitz, chronique du XXe siècle, c'est IMAT.
deuxième époque, chronique d'une jeunesse, vie d'une famille allemande au travers de tout le XXe siècle. Il y en a 25 heures. Là aussi, travail de télévision remarquable. Lion d'or au Festival de Venise, c'était en 1992. Je voulais vous signaler encore dans l'actualité ce que j'ai noté, les travaux de Jacques Lacan, grâce à une exposition d'une centaine de ses manuscrits et brouillons qui seront ensuite mis aux enchères. Ce sont des pièces qui datent, en voici quelques exemples, qui datent des années 70. Voilà comment travaillait Lacan, voilà les notes qu'il prenait. Alors ça concerne bien sûr les aficionados, comme on dit. Lacan utilisait pas mal les schémas, on le voit sur ces images. Mais au-delà des aficionados, il y a le fait que Lacan est sans doute le psychanalyste très controversé du XXe siècle. C'est le 24 et le 25 juin à l'hôtel Dassault, rond-point des Champs-Élysées, à Paris. La vente aura lieu le 30 juin. Bardadrac, est-ce que ça se dit comme ça? Non. Oui, ça se dit comme ça. Alors, Bardadrac, Mine, merci d'avoir invité sur ce plateau des mots de minuit Gérard Genette, qui publie au Seuil Bardadrac. Oui, alors Bardadrac, c'est un peu à mi-chemin de l'abracadabra et du bric-à-brac. Et dans le livre, d'ailleurs, Gérard Genette explique que c'est aussi une allusion tout simplement à un sac d'une femme qui a une certaine importance dans sa vie et qui était un fourre-tout. Et de fait, ça adopte la forme d'un abécédaire, mais sinon c'est un joyeux fourre-tout qui est un peu au carrefour, intersection, on va dire, du dictionnaire des idées reçues de Flaubert, du Je me souviens de Pérec et des essais de Montaigne. Et ça collecte à la fois des souvenirs, des anecdotes, des histoires drôles, et ainsi que finalement, on va dire quelques dictionnaires dans le dictionnaire. Moi, une entrée que j'ai beaucoup aimée, par exemple, c'est l'entrée Mes dialectes. Ça, c'est un régal pour les gens de télévision. Voilà, c'est ça, parce que vous épinglez un peu dans cette entrée, on va dire, voilà, quelques petits coups de griffe sur les clichés et sur la langue de bois qui est diffusée par les médias de manière générale. Donc ça, c'est assez instructif. Une autre entrée qui est très rigolote, c'est mots chimères. Donc on a par exemple Diplodocate, c'est un ambassadeur hors d'âge. Diplodocate, c'est quoi? Un ambassadeur hors d'âge. Hors d'âge. Diplodocate. Un diplodocate. Voilà. Donc il y a toute une collection comme ça. Stéphane Hessel, en quelque sorte. Oh, oui. Je n'ai jamais dit ça. Non. Excusez-nous, Stéphane, hein, on galège, on galège. C'est bon. Bien. Mais surtout, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est de pouvoir en apprendre aussi sur le parcours de Gérard Genette en tant que tel, en tant qu'intellectuel. C'est-à-dire que oui, le structuralisme, agrégé de lettres, normal sup, il y a de la matière quand même. Oui, mais ça n'est pas vraiment de ça que je parle en fait. Non, mais c'est votre vie, on voit bien que, oui. Au-delà de l'anecdotique, je me souviens, auquel chacun d'entre nous, comme lecteur, essaie de se raccrocher, il y a quand même aussi, j'imagine, une volonté de dire et de donner quelques clés sur la manière dont vous avez regardé le monde qui vous a entouré. Oui, mais... Enfin, ce n'est pas qu'un jeu. Non, bien sûr, ça n'est pas un jeu. Mais ça n'est ni un récit, ni un tableau de ma vie intellectuelle. Mmh. Dans la mesure où c'est un récit, mais un récit tout à fait éclaté, naturellement, fragmenté, mis assez volontairement en désordre, c'est plutôt le récit de ma vie personnelle. Pourquoi dites-vous c'est un livre récolté et non pas un livre fait? Enfin, je le dis sous la forme d'une citation. Oui. La phrase est entre guillemets. Cette citation est empruntée à un petit texte du genre, d'ailleurs, de celui où elle se trouve ici, dans mon Bardadrac, qui est un petit projet d'avant-propos de Proust, non pas pour la recherche, mais pour Jean Santeuil. Mmh. Alors, cette phrase est une citation de Proust. Ce livre n'a pas été... Je ne sais plus très bien. Ce livre n'a jamais été fait ou n'a jamais été écrit, je ne sais plus. Il a été récolté. Oui, il a été récolté. Enfin, donc, ça s'applique au mien. Je ne suis pas sûr que ça s'applique vraiment à Jean Santeuil, mais enfin, c'est ce que Proust, pendant quelque temps en tout cas,
voulait en dire. Finalement, il ne l'a pas maintenu, puisque de toute façon, il n'a pas publié Jean Santeuil. Alors moi, je l'applique à mon livre, effectivement, tout à fait, bien que la phrase soit de Proust. Il a été récolté parce que depuis un bon quart de siècle, j'ai mis de côté des petites observations, des petits fragments de souvenirs, enfin souvenirs fragmentaires, qui se sont accumulés d'abord dans des fiches papier du temps où on travaillait comme ça, enfin moi, et puis que j'ai peu à peu transféré sur un disque dur. À partir du moment où c'était sur un disque dur, évidemment, il devenait beaucoup plus facile, parfois trop facile, de manipuler ces différents fragments, de les faire jouer les uns par rapport aux autres, de modifier les dispositions, etc. Donc il y a eu une phase de récolte, effectivement, qui a duré un quart de siècle, et puis une phase finale qui a duré une bonne année, qui a consisté à, je dirais pas à composer ça, mais enfin à choisir le désordre dans lequel je proposais tout ça. Parce qu'il y a ici des gens de théâtre ce soir, je peux m'arrêter à concession. Louis Jouvet était jadis l'assistant de Jacques Copeau. Celui-ci, répétant une pièce, adopte une mise en scène très dépouillée dans un décor spartiate, pas un meuble. Après quelque temps, sous l'empire de quelques nécessités pratiques, il envoie tout de même Jouvet chercher un tabouret. Jouvet s'exécute en grommelant dans sa diction syncopée, et voilà les concessions qui commencent. Bon, par exemple, et puis j'aimais bien lundi aussi. Tous les dimanches soirs, il disait résigné, demain c'est fête à bras. Et ajoutait sans soupçonner la future portée philosophique de cette clause, c'est fou comme on est toujours déjà lundi. Encore n'a-t-il pas vécu assez longtemps pour constater, comme moi, qu'il est toujours de plus en plus déjà lundi, mardi, mercredi, etc. Ce fait universel est toujours déjà de plus en plus frappant, je suppose depuis quelque temps qu'on doit le rapporter à cet autre effet de l'âge qui consiste en la perte, toujours déjà de plus en plus rapide, de la mémoire immédiate au profit de la mémoire lointaine, restée intacte, quoique peut-être inventive. Travail sur la mémoire. Oui, c'est un fait bien connu qu'en prenant de l'âge, on se souvient plus facilement des choses les plus anciennes. Les choses les plus anciennes, parce qu'il y a le foot aussi en ce moment. Je me souviens des métaphores incohérentes, telles que ce sabre est le plus beau jour de ma vie, ou encore moisson coupée dans l'œuf. Et un peu plus loin, je me souviens du temps où Raymond Coppa débutait au SCO, c'est-à-dire au Sporting Club de l'Ouest, et où le chef Pierre Dervaux, je crois, interrompait un concert, peut-être simplement une répétition, dites-vous, de l'Orchestre d'Angers pour annoncer triomphalement « Le SCO mène 1-0 ». Voilà, ça c'est la partie du livre à la Pérec. Oui. Et si on s'arrête à mes dialectes, vous dites, abréviation MED, dialecte propre aux médias au sens large, avatar récent du français dont il reflète et accélère une évolution parfois fâcheuse. Quelques exemples. Confisquer mes dialectes pour consigner. Il confisque toutes ses idées dans un petit carnet qui ne le quitte jamais, tant que ce sont les siennes. Confrère, toujours excellent, confronter, mes dialectes pour affronter. Nous allons maintenant devoir confronter quelques difficultés. On ne saura jamais à quoi. Et donc là, il y a une écoute attentive des médias et de la manière dont les médias parlent, en tout cas de la manière dont ceux qui les font parlent. Si je puis me permettre, moi j'ai beaucoup aimé l'entrée merguez, où on a les histoires drôles de Jacques Derrida sur les merguez. Et ça m'a ouvert de nouvelles perspectives sur Jacques Derrida que je n'avais jamais eues jusqu'ici. Et où avez-vous trouvé les merguez de Derrida? Ça se trouve à Merguez. Non, oui, mais... Derrida, il l'a raconté. Attends, on va essayer de trouver les merguez de Mérida, parce que... Je tiens de Jacques Mérida, qui était né lui-même de son enfance à Elbiard, deux histoires drôles dont la portée philosophique me semble assez claire. Un pied noir en voie d'installation en métropole va trouver un ancien condisciple devenu roi de la merguez sur la place de Paris pour lui emprunter une assez grosse somme. Le copain l'écoute en silence, puis le conduit vers la fenêtre et lui montre de l'autre côté de la rue l'enseigne d'une agence du Crédit Lyonnais. Tu vois cette banque? Eh bien, j'ai un deal avec eux. Eux ne vendent pas de merguez et moi, je ne prête pas d'argent. Et donc, vous mariez bien avec Jacques Derrida. Oui. Ou avec Roland Barthes. Sur le plaisir, dernière question, Gérard Genette. Vous avez
une grande partie de votre vie fait des études formelles sur la littérature, sur le discours, sur les mots. Est-ce que c'est plus facile d'écrire ce qui semble plus facile à écrire? Mais est-ce que réellement c'est plus facile de mettre en forme Barda Drac que de théoriser sur la littérature? Non, ça n'est ni plus ni moins facile, c'est un autre exercice, mais c'est un exercice évidemment moins abstrait que celui qui consiste à proposer des concepts pour l'éclaircissement des techniques littéraires, par exemple. Non, mais c'est un tout autre travail, essentiellement parce que c'est un tout autre objet. Je ne crois pas avoir changé de ton. Je ne crois pas, comme on l'a dit parfois, être devenu écrivain en écrivant ce livre. En tout cas, c'est le plaisir de lecture garantit l'érudition en plus ou en prime ou en cadeau. Oui, pas trop d'érudition, j'espère. Ça permet de corriger un peu. Mine, est-ce que vous avez rapidement Oui. un autre conseil de lecture? Alors en fait, je voulais signaler cette biographie, donc la biographie de Saint Jean de Perse. Et en fait, c'est pour signaler cette collection. Et les talons rouges du soir, ennemis dans les calcaires. Donc c'est la première biographie de Saint Jean de Perse. Et en fait, je voulais parler de cette collection parce que qui s'appelle Le Cercle des poètes disparus. Voilà. Une petite maison et qui prévoit, qui va sortir là Oscar Wilde, qui prévoit Pierre-Jean Jouve, William Faulkner, André Dhôtel, Arthur Rimbaud, Catherine Pozzi et Francis Ponge. Et moi j'avais lu celle consacrée à Henri Michaud et celle à Fernando Pessoa. Et à chaque fois c'est un travail très solide. Donc pour tous les amateurs de poètes, voilà. Merci madame, merci messieurs d'avoir été avec nous dans cette émission. La fête à Voltaire, c'est bientôt, c'est samedi? C'est samedi 24 juin. C'est le 24 juin à partir de 18h. De 18h à 1h du matin. Bah oui, c'est au moins 4h30 Candide. Hein. Faut le temps de le... 2 fois en plus. Chez Dorval Édition, je vous signale Rêve d'une fille numide de Sandrine Charlemagne. L'Algérie, le père est algérien, Sandrine Charlemagne est française. C'est sa fille et elle retourne pour la première fois en Algérie à partir de 2000 et elle observe ce pays dont son père a pu lui parler mais qu'elle ne connaît pas. Rêve d'une jeune fille humide. René Aubry, musicien que nous suivons dans cette émission, nouveau disque, ça s'appelle Mémoire du futur. Le jury du 2e festival du mot réuni à la délégation générale à la langue française et aux langues de France le 31 mai a choisi, et chaque année il y a un mot, le mot de l'année pour ce jury est le mot respect. L'an dernier, le mot qui avait été choisi pour l'année 2004 était le mot précarité. Toulouse, 15-18 juin, je vous signale encore le marathon des mots, 200 lectures, spectacles et performances. C'est la 2e édition. Musique également, et on parlera beaucoup musique la semaine prochaine, puisque nous ferons un démo de minuit spécial fête de la musique. Déjà noté, ce que vous retrouvez d'ailleurs sur le site internet de l'émission, Festival Django Reinhardt, c'est à Samois-sur-Seine, c'est à la fin du mois de juin. La Défense Jazz Festival sur le Paris de la Défense à partir du 15 juin. Les Tombées de la nuit à Rennes, c'est au début juillet. Et enfin, la Festadoc à Béziers. L'Occitanie invite le monde pour cette 6e édition de la manifestation. C'est à partir du 12 juillet. Je voulais encore vous signaler que la peine de mort n'avait pas été abolie aux États-Unis et qu'il y avait au 1er juin de cette année dans les prisons françaises 59 303 détenus pour seulement 50 302 places. On se quitte pour cette semaine. La semaine prochaine, émission spéciale musique. Musique avec Coq Robin, 2e extrait de leur album qu'on connaît, hein, Just Around the Corner. Things aren't quite as they seem inside my domain. You can't know about everything, only pleasure and pain.
into my hands. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a thorn in your side, and a child to protect. With wings he's free. Just around the corner, half a mile of heaven, strong enough to hold you, store for some affection. Darling, come quickly, come ease my worried mind. For my prayers have not been answered in a long time. I've already made my bed, like it or not. As long as there's no regrets, I'll be here when the ride stops. These comforts to me, and these crosses to bear, with which we live. Just around the corner, half a mile of heaven, strong enough to hold you, start for some affection. But baby, I can't drag you into this mess. Oh. I'm a thorn in your side. A child to protect. Yes, just around the corner, half a mile of heaven, strong enough to hold you, start for some affection. Darling, come quickly, come ease my worried mind. For my prayers have not been answered in a long time. In a long time. أنا الورقة المسكينة اللي سقطت من العار، وصرت يابسة يابسة وحزينة، راني هايمة ما نعرف. وصرت يابسة يابسة وحزينة، راني هايمة ما نعرف.